Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Voici le sommaire de ce lundi 14 mars. L'actualité est toujours marquée par l'avancée et les conséquences de l'offensive russe en Ukraine. Alors que les opérations militaires ont débuté il y a plus de 2 semaines, nous ferons le point avec le spécialiste de l'Institut des relations internationales et stratégiques, le général Jean-Claude Allard. Il nous expliquera comment s'opère l'avancée des troupes russes et si l'on peut redouter un long conflit. Comme chaque lundi, une actualité sportive très riche. Une défaite en football en Ligue 1 qui n'arrange pas les affaires de l'AS Monaco FC, battu 1-0 par Strasbourg. Un bel enchaînement en basket en revanche pour la Roca Team, tout juste auréolé d'une victoire vendredi face au tenant du titre en Euroleague et qui s'est imposé hier 86-80 face à Roanne pour le compte du championnat de Betclic Elite. Nous mettrons également à l'honneur les féminines du NBA. Le top 12 de gym, l'Étoile de Monaco a fait match nul, 24 partout face à l'équipe de la Madeleine ce week-end et occupe la 2e place de sa poule avant le début de la phase retour le 26 mars. Pourquoi joue-t-on ? Qu'aime-t-on dans le jeu ? Le risque, le plaisir ? Ce sont les questions qui ont été au cœur de la dernière conférence des rencontres philosophiques. Le jeu qui peut également être source d'addiction. Nous serons avec la sociologue Vinciane Zaban. Le Printemps des Arts a ouvert ses portes en fin de semaine dernière. De nombreux concerts vont être proposés jusqu'au 3 avril. Nous reviendrons dans cette édition sur la venue dimanche du pianiste multi-récompensé Jean-Eflamme Bavouzé. Mais avant de développer tous ces titres, un rappel pour débuter ce journal. C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur un nouvel assouplissement des mesures sanitaires. Bonsoir Alexandra Pani. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. J'arrive effectivement avec de bonnes nouvelles que vous avez déjà pu remarquer aujourd'hui. Le pass sanitaire n'est dorénavant plus obligatoire, aussi bien pour les usagers clients que les salariés dans l'ensemble des secteurs, à l'exception des établissements de santé et les structures hébergeant des personnes âgées. Il faut noter également la fin du port du masque en extérieur en tout lieu de la principauté. Et rappelons qu'il avait été supprimé également en milieu scolaire le 7 mars dernier. Mais attention, le port du masque en intérieur reste obligatoire dans les lieux accueillants du public. En France, en revanche, ne soyez pas surpris, le port du masque n'est plus obligatoire à l'intérieur depuis aujourd'hui. Effectivement, Patricia, chez nos voisins, le port du masque n'est dorénavant plus obligatoire en intérieur, à l'exception des transports en commun et des établissements de santé. Fin du port du masque également en milieu scolaire. Et dans les entreprises, le pass vaccinal est lui aussi suspendu jusqu'à nouvel ordre. Le pass sanitaire reste toutefois demandé dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant bien sûr des personnes en situation de handicap. Les jauges sont elles aussi supprimées. En Ukraine, l'offensive russe se poursuit. Jeudi, nous entrerons dans la 3e semaine de guerre sur le sol ukrainien, là où certains imaginaient que l'Ukraine ne pourrait offrir que peu de résistance aux Russes. Plus de 15 jours après le début des combats, la capitale, Kiev par exemple, n'est toujours pas tombée entre les mains russes. Comment analyser la situation ? Quelle semble être la stratégie de la Russie ? Pour répondre à ces questions, le chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques, Jean-Claude Allard. Bonsoir général. Bonsoir madame. Après plus de 2 semaines d'offensive russe, comment pourrait-on qualifier la situation actuelle ? L'avancée russe semble moins triomphale que prévu. Oui, parce que au début de cette opération, il y a 15 jours, on pensait, et les Russes certainement aussi, qu'ils allaient pouvoir très rapidement faire un raid sur Kiev pour se saisir de cet objectif. C'est la capitale, c'est là où était le président, et donc faire tomber l'ensemble du régime politique. Mais je crois que d'abord, ça n'a pas réellement réussi, et puis je ne suis pas persuadé que ce soit le plan. Alors, l'objectif était certainement de voir si la résistance était suffisante ou s'il fallait engager un 2e échelon. Et on a vu très rapidement, à la fin de la première semaine, que le 2e échelon est engagé, et on l'a vu arriver sur Kiev, sur Kharkiv à l'est,
à partir du Donbass. Pour bien comprendre sur le terrain, alors la Russie n'a pas pu complètement encercler l'Ukraine puisque la façade ouest effectivement n'était pas atteignable, mais il y avait tout de même plusieurs points d'entrée. Il y avait le Donbass, la Crimée, et elle a fait une semi-tentative d'encerclement peut-être. La Russie avait au départ une puissance militaire largement supérieure à un effectif, et donc c'était un bon plan d'opération, si l'on peut dire, d'attaquer l'Ukraine sur plusieurs axes de façon à disperser l'effort de défense de l'Ukraine sur tout le pourtour de son territoire. Et donc, au départ, la stratégie, c'était peut-être d'étouffer plutôt que d'écraser ? Écoutez, la stratégie était de détruire en fait l'armée ukrainienne. Donc le fait d'attaquer sur plusieurs axes permettait aussi d'effilocher, si l'on veut, cette armée ukrainienne en face de l'armée russe et de la frapper dans tous les axes d'attaque pour essayer de la détruire. C'est exactement ce qu'a dit le président Poutine dans son allocation du 21 février. Il a dit « Je veux une Ukraine démilitarisée, donc je veux détruire cette armée ukrainienne ». Un pays sans armée ne peut plus politiquement se défendre et peser. C'était une armée qui était au final bien préparée. La population est très engagée aussi, on l'a vu. Est-ce que l'âme d'un peuple, à elle seule, peut changer la donne ? Ce qui permet aux Ukrainiens de résister, c'est effectivement le moral. C'est effectivement l'âme du peuple que le président Zelensky a su, par sa communication et son charisme, soulever. C'est aussi également, quand même, le fait que depuis 2014 et ses défaites dans le Donbass, l'armée ukrainienne a beaucoup travaillé pour s'améliorer, pour s'équiper et pour s'armer. Mais que nous apprend ce conflit sur la guerre moderne ? La guerre d'aujourd'hui, ce sera ma dernière question. Les images que l'on voit nous ramènent aux guerres que l'on a déjà connues. Mais celle-ci a-t-elle d'autres visages aussi ? Alors on pense au numérique notamment, mais pas seulement. C'est ce qui est en dehors, sur le terrain, lorsqu'il faut aller s'emparer de positions, c'est-à-dire de villes, de carrefours, d'axes routiers, on est toujours dans le même mode de fonctionnement. Ce qui change, c'est effectivement tout le travail de préparation, c'est qu'il y a eu avant pour chercher du renseignement, c'est, comme vous le dites, les attaques numériques, les attaques de démoralisation, et puis ce qui est nouveau, effectivement, enfin ce qui est nouveau, ce qui est marquant là, c'est que l'Occident n'est pas rentré en guerre, bien entendu, mais a mis une pression avec ses sanctions économiques qui sont énormes sur la Russie et le président Poutine et qui peut faire dire que déjà la Russie a perdu une grande partie des avantages qu'elle pourrait tirer d'une guerre, c'est-à-dire qu'elle n'est plus un acteur international reconnu et elle va se confronter à des difficultés économiques très importantes. Jean-Claude Allard, merci pour cet éclairage militaire stratégique sur le conflit en Ukraine. Merci. Alexandra Pani nous rejoint pour évoquer notamment l'autre information internationale du jour. Oui, Patricia, et on démarre avec cette participation de la Principauté à la 49e session du Conseil des droits de l'homme qui se tient actuellement à Genève jusqu'au 1er avril. Carole Lantéry, ambassadeur représentant permanent de Monaco auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, a pris part au dialogue avec le rapporteur spécial sur le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable et lui a réitéré le soutien, notamment financier, de Monaco. Dans son dernier rapport, David Boyd marque l'importance de favoriser un environnement non toxique et décrit l'empoisonnement chronique des personnes et de la planète qui provoque des injustices environnementales et crée des zones dites sacrifiées. Son rapport met en avant la nécessité d'obligation des États, les responsabilités des entreprises et suggère les bonnes pratiques à mettre en œuvre. De bonnes pratiques pour garantir un environnement plus sain, Alexandra. Et bien justement, plus généralement,
quel environnement est nécessaire pour la bonne santé de notre cerveau? C'est tout l'enjeu d'une conférence proposée au Théâtre des Variétés. Oui, une conférence qui se tiendra ce jeudi à partir de 19h et organisée par l'association italienne Dante Monaco. Le professeur Giulio Mera est un neurochirurgien et nous parlera des mystères de notre cerveau pour mieux comprendre son fonctionnement. Nous restons dans le domaine de la santé avec la campagne Mars Bleu. Traditionnellement, le mois de mars est consacré à la mobilisation contre le cancer colorectal. Depuis 2006, la population est sensibilisée à la prévention et au dépistage de ce cancer responsable de plus de 18 000 décès par an en France. Mais dans la lutte contre ce cancer, le dépistage est primordial. S'il est détecté suffisamment tôt, ce cancer se guérit dans 90% des cas. La campagne pousse donc à se faire dépister dès 50 ans à l'aide de kits à venir retirer au centre hospitalier Princesse Grasse ou chez votre médecin traitant. Oui, un dépistage qui ne prend que 5 minutes et qui peut donc tout changer. Ouvrons le chapitre sportif de ce journal, Alexandra, et débutons par une défaite de l'AS Monaco FC. Oui, Patricia, les joueurs de Philippe Clément ne trouvent pas le rythme et se sont encore inclinés en match extérieur face à Strasbourg dimanche 1-0. Une affiche de haut de tableau qui n'a pas souri aux rouges et blancs. Ils doivent à présent se ressaisir pour affronter Braga à domicile au Louis II ce jeudi en match retour de 8e de finale de la Ligue Europa. Poursuivons dans ce registre sportif avec décidément beaucoup de clubs monégasques engagés ce week-end dans leurs championnats respectifs. Du football au basket, il n'y a qu'un pas. La Roca Team est le nouveau dauphin de Boulogne-Levallois en Betclic Elite. Mais lors de la 22e journée de championnat, Monaco a dû batailler pour l'emporter face à Roanne. Yannick Debever vous fait le résumé de la rencontre sur des images de Thomas Deus. Vainqueur il y a 2 semaines des leaders boulonnais, la chorale de Roanne est venue à Gaston Médecin pour réaliser un nouveau gros coup ce dimanche. Les visiteurs entament de la meilleure des manières cette rencontre face à une Roca Team apathique. La défense n'est pas en place, Roanne n'a aucun mal à inscrire 30 points en 10 minutes. Sacha Obradovic remobilise ses troupes et dès l'entame du deuxième quart-temps, la défense plus intense permet à Monaco de refaire son retard. Ibrahima Falfaye et Rob Gray assènent un 8-0 d'entrée pour recoller au score. Monaco enchaîne les runs et fait le show pour terminer la première mi-temps devant d'une courte tête, 52-49. Le joueur roannais du match s'appelle Johnny Beran-Meskel, auteur de 23 points sur ce match. Côté Monaco, on peut noter la belle performance de Rob Gray avec 13 points pour son premier match depuis le 22 janvier dernier. Mais c'est bien le collectif monégasque qui va faire la différence sur cette rencontre avec 5 joueurs à 12 points ou plus. Roanne reprend l'avantage dans le troisième quart mais ne parviendra pas à le conserver. Monaco reste devant 70-66. La Roca Team protège son cercle dans ce début de quatrième quart. Roanne n'inscrit que 3 points en 5 minutes. Solide, Monaco résiste aux derniers assauts de Beran-Meskel pour l'emporter 86-80. Un 15e succès en 22 rencontres qui replace Monaco à la 2e place du championnat aux dépens de l'Asvel. Effectivement, en attaque on était bien, mais le point c'était vraiment la défense et je pense que voilà, on était un peu fatigué et voilà, le temps de remettre aussi, de nous remettre de nos émotions et de nos esprits du dernier match. C'est des matchs qui sont pas faciles à jouer, ils ont eu une semaine entière pour le préparer, nous on a eu que un jour, donc forcément on savait qu'il allait que ça allait pas être facile. Et finalement c'est une semaine 100% victorieuse pour la Roca Team. Prochain match, réception de Strasbourg ce mercredi à 19h pour le match avancé de la 24e journée de Betclic Elite. Samedi soir, les joueuses du MBA étaient elles aussi sur les parquets. Elles affrontaient leur grande rivale du pays voironnais, co-leader du championnat de NF1. Un match de la plus haute importance pour s'assurer une belle longueur d'avance dans la course au play-off. Eh bien, mission accomplie pour les Monégasques qui se sont offert une victoire 64-62 après une performance dont elles se souviendront. Anaïs Riu et Alexandra Marangoni également.
agressives, acharnées mais surtout déterminées à maintenir de loin leur place de leader. Les joueuses du MBA en auront fait voir de toutes les couleurs au public venu pour la première fois aussi nombreux au gymnase de l'Annonciade. Largement dominées au rebond dans le premier quart-temps, les Monégasques peinent à s'imposer face à des adversaires de taille, malgré une grosse présence de Wiesline souffrant. L'écart se resserre dès le second quart-temps, Voiron continue de prouver son efficacité. Les joueuses du Rocher limitent la casse et ne sont menées plus que de 8 points, 31-39 à la mi-temps. Le retour du vestiaire est radical, reprise totale du match par Monaco qui fait basculer la rencontre à son avantage pour la toute première fois à la 24e minute de jeu. Le MBA montre un nouveau visage, la fin de rencontre n'aura jamais été aussi serrée entre les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Après 2 dernières minutes insoutenables, c'est la délivrance pour les joueuses et supporters monégasques. Léa Timera est décisive et ses coéquipières l'emportent 64-62 au coup de sifflet final. Pari réussi pour Wiesline, joueuse du match. On savait qu'on pouvait le faire, on l'a fait. On a joué avec le cœur et la tête ce soir. C'est tout. C'est avec le cœur. Toujours la bonne humeur, même quand c'est dur. Malgré les 2 défaites qu'on a enchaînées au mois de décembre, on est revenu solide, soudé et on n'a rien lâché. Elles avaient à cœur de bien faire. Elles avaient à cœur de se battre. Et après la première mi-temps qui était un peu mitigée, franchement, elles ont su réagir en deuxième mi-temps et faire preuve de caractère et de sacrifice et de solidarité. On savait que ça allait être vraiment, vraiment compliqué. Mais je leur ai dit que tout simplement, on n'avait pas à rougir, que nous aussi, on avait nos armes et qu'il fallait juste qu'on soit fidèles à nous-mêmes et surtout être très, très dur. Et on a fait preuve de caractère en deuxième mi-temps particulièrement. Félicité entre autres par le ministre d'État, le président du Conseil national et Yacouba Ouattara de la Roca Team, les joueuses ont véritablement été portées par les encouragements du public ce samedi soir. On les a entendus, on les a sentis nous encourager et c'est ça qui a aussi beaucoup joué. C'est la première fois qu'on a autant de public, c'est ça. On a fait venir de la famille d'un peu partout et voilà. Désormais seules en tête du championnat, les joueuses du MBA peuvent aborder avec un peu plus d'optimisme les 3 derniers matchs de la saison régulière, en commençant par un déplacement à Roanne ce week-end, et semblent très bien parties pour disputer les play-offs d'accession à la Ligue 2. De la gymnastique à présent, l'Étoile de Monaco recevait la Madeleine samedi après-midi à la ZAC Saint-Antoine. Un match de top 12 au cours duquel les gymnastes des 2 équipes se sont affrontés sur 3 agrès. Le récit de Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. Barres parallèles, anneaux et sol, au programme 3 agrès. À l'occasion de la 3e journée de compétition de championnat de France élite, l'Étoile de Monaco affrontait la Madeleine, un adversaire de taille venu de Lille. Les gymnastes ont offert au public des duels solides et très tactiques. On sait que Lille, c'est nos concurrents directs pour jouer la première place dans la poule. Et aujourd'hui, l'objectif, c'était de ne pas perdre de points contre eux parce que cette phase-là, donc ces 3 agrès-là, ce sont les agrès où nous sommes les moins à l'aise. Et nous sommes plus forts sur les 3 prochains. Donc l'objectif, c'était de limiter la casse aujourd'hui pour, sur la phase retour, planter le clou et leur prendre des points pour essayer d'obtenir cette première place. C'est donc sur un match nul 24-24 que cette journée de compétition en top 12 s'est achevée. Au classement, Monaco est 2e de sa poule à seulement 2 points de Lille. Si on nous avait dit avant la compète qu'on allait faire match nul, on aurait vraiment signé. On a une équipe qui a été diminuée. On n'est pas tous en pleine forme physiquement et on a eu une petite épidémie de grippe cette semaine. Il y a eu un forfait qui aurait pu nous aider, le fils du coach. Et on a fait avec ce qu'on avait en notre possession et l'équipe a très bien travaillé et tout le monde est content. Samedi 26 mars, Monaco recevra Montceau-les-Mines à l'occasion de la 4e journée de compétition de championnat de France élite. L'objectif de ce prochain match pour Monaco, engranger un maximum de points. Les jeux sont faits, tirer son épingle du jeu, jouer avec le feu. Les citations se rapportant à la notion de jeu sont nombreuses. Le jeu lui-même couvre de nombreuses thématiques. Il y a la notion ludique qui est associée, mais le jeu peut aussi se révéler être périlleux. La sociologue Vinciane Zaban vient d'être l'invitée des rencontres philosophiques pour débattre de la question « À quoi joue-t-on ?» et elle est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Le terme « jeu » est utilisé sous de multiples formes. Il couvre aussi beaucoup de situations. Mais au final, et surtout, le jeu, c'est le danger, le hasard, l'inconnu, mais promesse d'une possible issue positive.
Le jeu, c'est effectivement tout ça. Et en fait, le jeu, c'est aussi et surtout une manière de mettre à distance la vie normale, de créer un petit espace séparé dans lequel on se met d'accord pour suivre un certain nombre de règles. Et effectivement, dans ce cadre-là, on peut s'amuser à ne pas faire comme d'habitude, à avoir d'autres rôles, à être dans le hasard, etc., etc. On joue comme pour mieux se réfugier et se protéger peut-être aussi de la réalité ? C'est un refuge, évidemment, parce que les jeux en particulier aujourd'hui, c'est souvent des produits qui sont conçus pour être très engageants. C'est des endroits aussi qui sont assez sécurisants, effectivement, parce que en fait, dans un jeu, on peut se tromper, on peut échouer, on peut recommencer, on peut perdre, certes, mais on n'a jamais perdu définitivement. Donc évidemment, ça offre un espace de refuge dans un monde où c'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours l'occasion d'échouer et de recommencer. Oui, mais alors il y a tout de même un grand péril, c'est que le jeu peut devenir addictif. Oui, l'addiction, c'est une problématique courante qu'on aborde autour du jeu. Mais si on se réfugie dedans, c'est souvent parce que il nous manque quelque chose à côté. Et donc, ce qui me paraît important de souligner, c'est que oui, le jeu peut favoriser l'addiction, mais ce n'est pas le jeu qui est la cause en général des addictions. Enfin là, je vous réponds, c'est plutôt le domaine des psychologues, mais c'est un petit peu comme ça qu'on aborde les choses. Alors là, depuis le début de l'entretien, on parle de toute tranche d'âge. Je crois que vous êtes plus particulièrement spécialisé dans les jeux vidéo et ils peuvent justement développer une addiction redoutable chez les jeunes. On s'aperçoit finalement que souvent, encore une fois, quand on fait d'autres propositions à des publics jeunes, ils ont souvent, ils vont pas forcément s'enfermer dans les jeux vidéo. Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir d'autres ressources, d'autres activités, et les jeux sont aussi des espaces où on va aussi faire des rencontres, aussi se socialiser, aussi apprendre. Donc, ce n'est pas qu'une histoire d'addiction. Voilà. On a parlé du jeu tel un refuge. Le jeu aussi nous procure tout type d'émotions. Quand on joue, on se sent vivant et ça, c'est important. On se sent vivant, on se sent engagé, encore une fois, parce que en fait, on est très concentré sur nos actions. Jouer, c'est vraiment faire, c'est être dans l'action. Et puis c'est aussi souvent, quand même, là, on a parlé beaucoup de jeux vidéo, mais et souvent le jeu vidéo reste quand même un jeu collectif. Donc c'est aussi un moment de sociabilité. C'est un moment qu'on va partager avec des individus, et c'est ça aussi qui fait se sentir vivant. C'est parce qu'on est aussi ça c'est un point de vue de sociologue aussi, c'est aussi parce qu'on est avec des personnes et qu'on est en train d'échanger de manière assez intense avec d'autres personnes qu'effectivement on se sent vivant. Et une dernière question en conclusion, on a parlé du jeu vidéo, du jeu de société. On joue aussi dans sa vie, on joue avec et dans sa propre vie. Alors là, c'est peut-être une question de caractère. On peut tenter de faire de sa vie un jeu, mais on risque quand même assez vite d'être rattrapé par les conventions, les normes sociales, etc. Un des avantages du jeu, c'est que on se met d'accord sur des règles et donc on va les respecter, mais on peut un peu, en dehors de ça, oublier un moment dans cette parenthèse les rôles sociaux habituels. Quand on essaye de jouer complètement avec sa vie, ça peut être un petit peu plus compliqué de faire abstraction de tous ces éléments-là. Merci Vinciane Zaban d'avoir répondu à nos questions autour de cette notion de jeu à mi-chemin entre risque et plaisir. Merci à vous. Il joue, lui, au piano. Il excelle même. Jean Eflamme Bavouzet a enthousiasmé ce week-end le public du Printemps des Arts venu l'écouter, dont José Sacré, Olivier Bonello et Clélia Renaud. Joseph Haydn et Claude Debussy étaient au programme des 2 récitals du pianiste Jean Eflamme Bavouzet au musée sonographique d'abord, puis le 13 mars à l'Opéra Garnier. Haydn-Debussy, à première vue, 2 compositeurs bien mal appariés, mais tous 2 très chers au cœur de Jean Eflamme Bavouzet, qui a consacré notamment 11 ans de sa vie à enregistrer l'intégrale des sonates de Haydn. On
voit un puits sans fond de beauté. J'aime cette image du Haydn qui lance des flèches dans le temps musical et des flèches qui vont atterrir dans des pages d'un Prokofiev, dans des pages d'un Brahms, dans des pages d'un Chopin, dans des pages d'un Debussy. Enfin, voilà, il envoie des messages dans le temps. Alors Debussy, c'est une autre chose. En ce qui me concerne, ça a été une découverte relativement tardive. Je veux dire, une découverte profonde. La trentaine bien passée, soudain, je me suis mis à être à être profondément ému. Mais profondément ému à écouter la musique de Debussy, à tel point que même pendant une période de 2 ans, quelques notes de Debussy me suffisaient pour que j'aie immédiatement une larme à l'œil. C'est un langage très subtil, le langage de Debussy. C'est un langage qu'il faut presque traduire. Tout est suggéré. Prochain concert du Printemps des Arts de Monte-Carlo jeudi 17 mars avec au programme de la musique baroque et une création du compositeur monégasque Jan Mareš. Et avant de refermer ce journal, un petit détour par les cartes météo. Le gris va-t-il rester de mise ou le soleil sera-t-il de retour, Alexandra, demain ? Je ne peux pas vous promettre un franc soleil pour mardi, mais il sera tout de même de retour par rapport à ces derniers jours très maussades. Le soleil arrivera à s'imposer au cours de la journée et les températures remonteront progressivement avec 15 degrés d'annoncés au plus chaud de la journée. Mercredi, nous fêterons la Sainte-Louise de Marillac, qui était la fondatrice de la Compagnie des Filles de la Charité aux côtés de Saint-Vincent de Paul. Merci Alexandra et nous vous retrouverons toutes les deux demain à 19h. Quittons-nous en photo pour marquer un anniversaire, celui du prince Albert II. Il est né le 14 mars 1958 et nous lui souhaitons un très bel anniversaire. À demain sur Monaco Info.